Une question s'impose aujourd'hui. Qui commande réellement au Cameroun? C'est une question à laquelle on doit répondre de manière scientifique. C'est une question à laquelle on doit répondre de telle façon que toute personne qui veut apprécier l'évolution politique de ce pays en cette année 2020 et pour toutes les suivantes, sache exactement de quoi elle parle. Eh bien, pour répondre à cette question, je donnerai deux sortes de réponses. D'abord, ce qu'on peut appeler une réponse formelle, une réponse institutionnelle, une réponse constitutionnelle. Il faut rappeler, et pour cela, le travail du professeur Louis Ngongo sur l'histoire des institutions et des faits sociaux du Cameroun est intéressant, que toutes les institutions camerounaises actuelles sont d'origine coloniale. Ce sont des institutions qui se sont inspirées de l'organisation de la République française, et en particulier, en dernière date, de l'organisation de la 5e République française, issue de la Constitution de 1958, avec bien sûr des différences qui sont liées au contexte de mise en place de l'État colonial. Ce qu'il faut quand même absolument garder à l'esprit, c'est que l'État camerounais actuel est issu de l'État colonial français et que l'État colonial français avait essentiellement trois fonctions. Première fonction, contrôler un territoire par la force en soumettant les hommes et les organisations sociales présentes sur le territoire. Le deuxième principe, c'est le principe d'être un État consacré à l'extraction. C'est un État d'extraction et de plantation. Extraction de matières premières et exploitation de plantations pour l'extraction de matières premières agricoles. Eh bien, les matières premières naturelles et agricoles en général ont vocation à alimenter la grande industrie de la métropole française. Donc, c'est la deuxième fonction de l'État colonial, la plantation et l'extraction. Et enfin, à cette fonction de contrôle, à cette fonction de plantation et d'extraction, il faut ajouter enfin une fonction de surveillance et de punition. L'État colonial est un État punitif. C'est un État dont le fonctionnement fondamental est d'être capable, le plus vite possible, de réprimer sur le territoire toute atteinte à son autorité. Autorité, on le sait, basée sur le principe de supériorité militaire, le principe de supériorité psychologique, le principe de contrôle mental des populations grâce à tout l'art de diviser pour mieux régner, qui est le principe même du colonialisme. Eh bien, voilà les trois axes de l'État colonial qui vont inspirer la création de l'État néocolonial camerounais, qui est donc un État d'inspiration coloniale française. Si vous lisez l'histoire des institutions du professeur Louis Ngongo, eh bien, vous retrouverez les grandes étapes de cette histoire. D'abord, la colonisation allemande de 1884 à 1916, pendant 32 ans, qui n'est pas très documentée dans cet ouvrage, c'est vrai, parce que le professeur Ngongo ne lisait sans doute pas correctement l'allemand. Et ensuite, la colonisation franco-britannique de 1916 à 1945, avec une prédominance du modèle, on le verra bien sûr, le modèle français. Maintenant, si on regarde assez rapidement ce que sont les institutions du Cameroun aujourd'hui, officiellement, eh bien, il y a globalement 5 grandes institutions au Cameroun. Et on peut les placer dans une espèce de hiérarchie. Au sommet, il y a la présidence de la République du Cameroun. Et il faudra beaucoup lire dans la Constitution de 1996 les articles 5, les articles 8 et article 9 qui consacrent des pouvoirs énormes au président de la République. La deuxième institution, c'est le Parlement, qui est aujourd'hui un Parlement bicaméral, composé d'une Assemblée nationale, et pendant longtemps, ça a été l'Assemblée nationale, l'unique chambre du Parlement camerounais, et d'un Sénat. On peut aussi constater que l'Assemblée nationale conserve les plus grandes prérogatives parlementaires, même si, depuis la Constitution de 1996, eh bien, le dauphinat constitutionnel a glissé de l'Assemblée nationale vers la présidence du Sénat. La troisième institution, c'est le Premier ministre et le gouvernement, dont il est le chef. Il faudra regarder ici les articles 12, il faudra regarder l'article 11 de la Constitution.
Et vous verrez que le Premier ministre et le gouvernement sont responsables devant l'Assemblée nationale du Cameroun, mais le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, il n'est même pas responsable devant le Sénat. Le président de la République, par contre, oriente et définit la politique de la nation. Et il a sous sa botte le Premier ministre et le gouvernement, sans être obligé de rendre des comptes devant l'Assemblée nationale. Il ne peut exceptionnellement rendre des comptes que devant une haute cour de la justice, dont il est d'ailleurs le principal contrôleur. La quatrième institution importante du Cameroun, c'est le Conseil constitutionnel, instauré depuis 1996, récemment nommé, et dont la composition est aisée à résumer. Il y a 3 membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par le président de la République du Cameroun. Il y a 3 membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il y a 3 membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par le président du Sénat du Cameroun. Et il y a 3 membres du Conseil constitutionnel qui sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Or, au Cameroun, vous le savez très bien, l'Assemblée nationale est entièrement contrôlée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont le président se trouve être l'actuel président de la République, Paul Biya. Vous savez que le Sénat est entièrement contrôlé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont le président est l'actuel président de la République, Paul Biya. Et vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature est entièrement nommé par le président de la République, l'actuel président du Rassemblement du peuple camerounais, à savoir M. Biya. Donc, en fait, globalement, le Conseil constitutionnel est essentiellement composé de membres du parti au pouvoir, en tout cas de personnalités soumises directement au président du RDPC, M. Biya. Enfin, il y a le Conseil économique et social qui existe depuis 1986 et qui est un organe purement consultatif. Donc, si on posait la question à un élève de 3e, à un élève de terminale, à un enfant relativement cultivé ou un étudiant cultivé du Cameroun, si on lui posait la question de savoir quelles sont les institutions du Cameroun, il répondrait la présidence de la République, le Parlement, le Premier ministre et le gouvernement, le Conseil constitutionnel et le Conseil économique et social. Et à cet élève-là, on pourrait donner tranquillement 20 sur 20 en disant « Vraiment, tu es un brillant élève, tu es un élève cultivé, tu sais ce qu'il faut ». Malheureusement, cette première réponse, c'est une réponse institutionnelle, c'est une réponse purement formelle. Elle ne répond pas très clairement, en réalité, à une question beaucoup plus profonde, celle de savoir qui commande effectivement au Cameroun. Qui opère effectivement sur le terrain au Cameroun. Eh bien, ça, c'est l'objet de la deuxième partie de notre analyse aujourd'hui. Celle de répondre à la question qui opère effectivement au Cameroun. Moi, je pense que pour répondre à cette question, il faut recommencer ce que j'ai expliqué dans la première partie, à savoir quelle est l'origine de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun actuel, la République du Cameroun, depuis 1960, est un succédané de la République française. Ce sont les autorités de la 5e République française qui ont installé la première République du Cameroun. Et ces autorités l'ont installée après avoir mené une guerre de répression qui a consisté à éliminer le leadership camerounais qui voulait la souveraineté réelle du peuple camerounais, qui voulait véritablement que le peuple camerounais choisisse ses dirigeants à travers des élections transparentes, inclusives, indépendantes, incontestables. Eh bien, ce leadership-là a été éliminé par l'armée française et ses supplétifs africains. La République française a choisi d'installer à la tête du Cameroun des hommes soumis aux accords de défense et de coopération, privilégiant l'industrie française, privilégiant, bien sûr, l'influence française, privilégiant la domination française, ce qu'on a appelé le système de la France-Afrique. Eh bien, donc, qui commande effectivement au Cameroun? Vous devez noter, maintenant en élève beaucoup plus approfondi, vous devez noter d'abord la République française. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, lorsqu'il y a un compte rendu à faire de la situation au Cameroun, eh bien, les autorités camerounaises se réfèrent toujours d'abord, littéralement comme un élève qui présente sa dictée, au président de la République française, représenté par son ambassadeur local. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, qui commande au Cameroun? Eh bien, c'est incontestablement la présidence de la République.
c'est la présidence de la République qui commande. Après la présidence de la République française, au Cameroun, c'est la présidence de la République. Et l'un des indices qui est incontestablement à vérifier, c'est que la constitution du Cameroun ne fait pas que le président de la République soit responsable devant le Parlement. Le président de la République n'est pas responsable devant le Sénat ou responsable devant l'Assemblée nationale. Il n'est pas responsable devant le peuple camerounais. Le président de la République du Cameroun n'est responsable que devant sa tutelle néocoloniale de la République française. Et au Cameroun, le président de la République du Cameroun ne rend compte à personne. Alors, on a esquissé dans la Constitution de 1996 l'existence d'une haute cour de justice qui pourrait traduire le président de la République du Cameroun dans un procès en cas de haute trahison. Mais cette haute cour de justice, d'une part, en fait, elle n'existe pas et d'autre part, de toutes les façons, elle est entièrement sous la botte de l'actuel président de la République. Il ne peut donc pas être jugé par une cour qu'il contrôle, une cour dont il est lui-même le juge. Tout le monde doit donc comprendre que le président de la République, constitutionnellement au Cameroun, et mieux, le président de la République, concrètement, ne rend pas compte au peuple camerounais parce qu'il n'a pas été installé par le peuple camerounais. Il a été installé par la guerre coloniale française à partir de la première République de 1960 jusqu'à ce jour. Il tient son pouvoir de cette légitimité. Voilà pourquoi il ne rend compte, quand il doit le faire, qu'au président de la République française. Monsieur Biya a dit, dans les années 80, 86, 87, il l'a dit publiquement, je suis le meilleur élève du président de la République française en Afrique francophone. Et il le demeure. Les derniers événements ne vont pas infirmer ce que nous venons de dire. Alors, après le président de la République, mais qui commande? Eh bien, certains seraient pressés de dire que ça serait le Parlement. Mais les Camerounais et les Camerounais savent très bien que ce qui se passe au Parlement camerounais n'influence pratiquement en rien leur vie quotidienne. Ce ne sont pas les députés et les sénateurs qui organisent et qui impactent la vie quotidienne des Camerounais. Parce que les députés et les sénateurs du Cameroun, appartenant pratiquement tous au même parti, exécutent les 4 volontés du président du RDPC, président de la République Biya. Donc les 4 volontés de la tutelle néocoloniale française. Ce n'est donc pas le Parlement qui est la seconde institution au Cameroun. Est-ce que c'est le Premier ministre et le gouvernement? Là encore, non. Parce que le Premier ministre, certes, est responsable devant le Parlement, mais ce n'est pas lui qui définit la politique de la nation. C'est le président de la République. Relisez bien les articles 12 et article 11 de la Constitution. Et vous verrez que le Premier ministre est un faire-valoir du président de la République. Le Premier ministre est un sous-fifre du président de la République. Il n'a aucune espèce d'autonomie, d'action. Même quand il faut nommer les membres du gouvernement, eh bien, il en fait la proposition au président de la République. Globalement, en fait, c'est le président de la République qui lui dicte la liste du gouvernement et lui, il fait semblant de la lui proposer. C'est tout. Aucun Premier ministre camerounais ne choisit les membres du gouvernement. C'est le président de la République qui le fait et le seul obstacle au choix d'un individu au gouvernement camerounais, c'est la République française. Si la République française ne veut pas d'un nom au gouvernement camerounais, ce nom ne va pas y figurer. C'est tout. Personne d'autre au Cameroun ne peut empêcher M. Biya, de désigner qui il veut comme ministre. Ce n'est donc pas le Premier ministre et le gouvernement qui détiennent le véritable pouvoir. Mais la quatrième institution citée, c'était quoi? Le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui détient, qui oriente effectivement les lois au Cameroun, qui veille et qui est le gardien des lois au Cameroun? Non, puisque je vous ai montré que les 10 membres du Conseil constitutionnel, les 11 membres du Conseil constitutionnel sont essentiellement désignés, au fond, par M. Biya, le président de la République. Donc le Conseil constitutionnel n'est pas du tout un contre-pouvoir au Cameroun. C'est un conseil de figuration. Enfin, le Conseil économique et social étant globalement dominé par les conseillers issus du RDPC et par conséquent donc directement cornaqué par le président du RDPC qui se trouve être le président de la République, on peut réduire les choses. Nous pouvons déjà répondre que ce n'est ni le Parlement, ni le Premier ministre et le gouvernement, ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil économique et social qui commandent au Cameroun. Ce ne sont pas eux qui commandent au Cameroun. Il y a donc une institution qui est en réalité la source et la colonne vertébrale du commandement. Quelle est cette institution? On remonte, c'est la présidence de la République qui, en réalité, décide de tout au Cameroun
et qui n'a comme obstacle que la tutelle de la République française. Il n'y a que la présidence de la République française qui soit capable de contrecarrer les plans du président de la République du Cameroun. Le Parlement ne peut pas, le Premier ministre et le gouvernement ne peuvent pas, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu de situation de cohabitation entre le parti au pouvoir ayant le président de la République et l'opposition ayant le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel, qui est une institution croupion, ne peut pas, et encore moins le Conseil économique et social. Il faut donc retourner à la présidence de la République du Cameroun pour savoir qui réellement commande au Cameroun, sous, bien sûr, la tutelle de la République française. La République française qui est présente à travers ses conseillers politiques et d'ailleurs qui, de temps en temps, recycle ses ambassadeurs. Les anciens ambassadeurs français au Cameroun deviennent souvent les conseillers directs de monsieur Biya. C'est le cas de monsieur Georges Serre. C'est le cas avant lui de monsieur Yvon Omnes. Voilà quelques exemples qui vous indiquent que il y a une contiguïté permanente entre l'ordre, l'ancien ordre colonial français et l'ordre postcolonial ou néocolonial camerounais. Les personnels sont interchangeables. Si vous ajoutez à cela les conseillers militaires, les attachés militaires qui sont pratiquement impliqués dans toutes les structures de l'armée camerounaise et qui sont français, et puis quelques Israéliens pour un certain nombre de missions spécifiques, notamment au BIR. Donc nous sommes retournés dans la seule institution qui commande au Cameroun, à savoir la présidence de la République. Et maintenant, il nous faut comprendre comment, sans passer par le Parlement, sans véritablement passer par le gouvernement, sans passer par le Conseil constitutionnel, ni le Conseil économique et social, le président de la République commande au Cameroun. Eh bien, le président de la République commande parce que dans chacune des institutions que je viens de citer, c'est-à-dire le Parlement, le Premier ministre, le gouvernement, le Conseil constitutionnel, etc., le Conseil économique et social, le président de la République détient, à partir de la présidence de la République, une courroie de commandement qui ne s'encombre pas des modalités de débat, de discussion interne à chacune de ces institutions. Au Parlement, le président de la République impose ses lois. Une fois qu'il y a un projet de loi, une proposition de loi qui émane du gouvernement, c'est-à-dire en fait du président de la République, le Parlement, l'adopte. Sans amendement véritable. Le Premier ministre et le gouvernement exécutent ce qu'il leur est dit à partir du palais des Tout-Dits. C'est tout. Le Conseil constitutionnel applique, bien sûr, la lettre de l'interprétation constitutionnelle fantaisiste du palais présidentiel. Et le Conseil économique et social n'est aucunement, en réalité, un obstacle à la volonté. Alors, comment est-ce qu'il commande? Au niveau du Parlement, il s'assure, grâce à sa majorité écrasante, le passage de ses lois. Au niveau du gouvernement, le président de la République a un certain nombre de ministres, donc le Premier ministre et un certain nombre de ministres stratégiques qui lui rendent directement compte. Et parmi ces ministres stratégiques qui lui rendent directement compte, en permanence, sans passer par le Premier ministre, il y a incontestablement le ministre de la Défense. D'ailleurs, le ministre de la Défense n'est pas soumis au Premier ministre. C'est un ministre délégué à la présidence de la République. Parce que M. Biya est lui-même ministre de la Défense. Qui plus est constitutionnellement chef suprême des forces armées. Le ministre de l'économie et des finances, directement soumis au président de la République, sans transition, il ne prend pas ses arbitrages chez le Premier ministre. Le ministre de l'administration territoriale, directement connecté à la présidence de la République, ne prend pas ses instructions chez le Premier ministre. D'ailleurs, le comportement de M. Atangandji vous l'a montré plusieurs fois ces dernières semaines et ces dernières années. Voilà, je viens de vous citer. Et le ministre, bien sûr, des Relations extérieures ou Affaires étrangères, qui prennent directement et en permanence leurs instructions à la présidence de la République. Ça, c'est pour ce qui concerne le gouvernement. Voilà les ministres essentiels du gouvernement. Ministre de la Défense, soumis directement au président. Ministre de l'Intérieur ou administration territoriale, soumis directement au président. Ministre délégué général à la Sûreté nationale, donc de la police, soumis directement au président. Ministre de l'économie et des finances, directement soumis au président. Ministre des Affaires étrangères ou Relations extérieures, directement soumis au président. Voilà ceux avec lesquels, au quotidien, la présidence publique ordonne. Et tout le monde exécute. Le Premier ministre est régulièrement surpris par des ordres qui ont été directement donnés à ses ministres. Au Cameroun, aucun Premier ministre n'a pu oser demander à M. Biya pourquoi
il a donné à certains ministres des ordres dont lui n'était pas au courant. Et même pour lesquels il ne lui est pas demandé de vérifier qu'ils sont exécutés. Ça, ce sont les structures de commandement. Mais maintenant, il faut insister sur une structure de commandement particulière. C'est l'armée camerounaise. Il y a la préfectorale, le commandement administratif, qui est directement coordonné via le ministre de l'administration territoriale, directement coordonné au niveau du palais présidentiel. Mais il y a de l'autre côté le commandement militaire. Et le commandement militaire a une structure apparente et de l'autre côté une structure réelle. Si on vous demande quelle est la structure apparente du commandement militaire au Cameroun, c'est-à-dire du commandement de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine, des troupes spéciales et le commandement de la gendarmerie, ça va pas être compliqué. Vous pouvez répondre comme un bon élève de terminale ou de premier cycle d'université. Il y a 5 grandes régions militaires au Cameroun et ces 5 grandes régions militaires correspondent en même temps à 5 grandes légions de gendarmerie. Donc, il y a la première région militaire qu'on appelle la RMIA 1, basée à Yaoundé. La deuxième région militaire qu'on appelle la RMIA 2, basée à Douala. La troisième région militaire qu'on appelle la RMIA 3, elle est basée à Garoua. Et la quatrième région militaire, la RMIA 4, qui est basée à Maroua. Enfin, une cinquième qui est née il y a quelques années, la RMIA 5, cinquième région militaire, qui est basée à Bamenda. Le Cameroun est découpé militairement en 5 grandes régions militaires. Et ces régions militaires, elles-mêmes, sont composées de nombreux bataillons, de nombreuses compagnies. Mais si vous regardez l'organisation militaire du Cameroun, vous allez voir qu'il y a une concentration énorme de troupes terrestres dans les 2 premières régions militaires, la région militaire regroupée autour de Yaoundé et la région militaire regroupée autour de Douala. On observe une telle concentration également dans la 5e région militaire qui vient d'être créée. La région militaire de Bamenda, qui regroupe les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest, et qui vient d'être dotée récemment d'une brigade, une brigade qui va faire très mal, la 51e brigade d'infanterie motorisée, dirigée par le colonel Alain Mathian. Par contre, les 2 autres régions militaires, c'est-à-dire les régions militaires A3, la RMIA 3 basée à Garoua et la RMIA 4 basée à Maroua, sont essentiellement en réalité des régions militaires aéroportées. Ce sont surtout des troupes aériennes. Et vous savez pourquoi? L'extraordinaire enclavement de ces régions, la terrible difficulté que les voies de communication imposent à l'armée camerounaise dans ces régions font que ce sont essentiellement des officiers de l'armée de l'air qui y travaillent et qui ont vocation à projeter par avion le plus tôt possible, si c'est nécessaire, leurs troupes pour combattre ou parer à des éventualités. La totalité du territoire camerounais est maillée par 5 régions de gendarmerie qui accompagnent en quelque sorte les commandements des 5 régions militaires. Alors, quand vous regardez bien ces 5 régions militaires, vous voyez qui c'est qui, effectivement, agit sur les Camerounais au quotidien. Il vous suffit de voir qui est le commandant de la région militaire et qui est le commandant de la légion de gendarmerie. Qui est le commandant de chaque région militaire, qui est le commandant de la région de gendarmerie. Vous verrez globalement que, à la tête de la première région militaire, il y a actuellement le colonel Mpans Ndjem Michel. À la tête de la 2e région militaire, il y a actuellement le général Eba Bédé Benoît. À la tête de la 3e région militaire, il y a le général Aga Robinson Ndon. À la tête de la 4e région militaire, il y a le général Sali Mohamedou. À la tête de la 5e région militaire, il y a le général Ekwongwese Divine Noko. À la tête de la 5e région militaire, pardon, il y a désormais le général Valère Nka. Qui est à la tête de la 5e région militaire. Chacune de ces régions
étant aussi, bien sûr, contrôlée par une légion de gendarmerie correspondante. La hiérarchie étant toujours que l'armée a un pouvoir supérieur à la gendarmerie. La gendarmerie est une force de proximité, c'est une force de deuxième catégorie, la police une force de troisième catégorie, et l'armée, c'est la force vraiment de première catégorie au sens de la puissance de feu, si on hiérarchisait un peu comme cela. Eh bien, voilà la structure du commandement. Alors, le colonel Mpance qui commande la première région militaire, le général Eba qui commande la deuxième, le général Aga Robinson qui commande la troisième, le général Salim Mohamedou qui commande la quatrième, le général Valère Nka qui commande la cinquième. À qui rendent-ils compte? Ben, ils rendent compte à leur ministre de référence, le ministre de la Défense, qui est lui-même souché à la présidence de la République. C'est-à-dire que ces officiers généraux, ou presque tous généraux, rendent directement compte à la présidence de la République. Donc vous avez une organisation militaire directement coordonnée par la présidence de la République à travers le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, aujourd'hui Joseph Betty Assomo. Ce qui fait que pour simplifier les choses et savoir qui commande véritablement au quotidien sur le terrain au Cameroun, vous avez en réalité une colonne vertébrale des armées camerounaises essentiellement contrôlée par des individus issus du pseudo-groupe ethnique du président de la République actuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui les Ekans, à savoir commandant, le chef d'état-major des armées, le général Meka, le chef d'état-major particulier de M. Biya, le général Emmanuel Amougou, le commandant du quartier général, c'est-à-dire la place forte des armes du Cameroun à Yaoundé, le général Valère Nka, mais qui vient, on le voit très bien, d'être affecté dans la 5e région et qui a été remplacé par le colonel Mpance et le ministre de la Défense, M. Joseph Betty Assomo. À côté de cela, il y a des forces qui sont donc le BIR, bataillon d'intervention rapide, la garde présidentielle, la sécurité militaire et le BETAP. Le BETAP, c'est un bataillon assez particulier qui manifestement est fait de troupes aéroportées. Eh bien, tous ces bataillons prennent leurs ordres directement auprès du président de la République via éventuellement, je dis bien éventuellement et pas toujours, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Donc, ce que je viens de vous dire là, ça vous révèle quoi? Ça vous révèle que la véritable structure de commandement du Cameroun, elle est essentiellement composée d'individus directement coordonnés à partir de la présidence de la République. La plupart des institutions officielles du Cameroun, à savoir donc le Parlement, le Premier ministre et le gouvernement en général, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, ce sont des institutions d'apparat, ce sont des institutions en quelque sorte pour la présentation, pour la forme. La véritable colonne de commandement, elle part du président de la République, le président de la République qui commande en réalité directement un certain nombre de ministères fondamentaux, je vous les ai cités, qui commande le ministère de la Défense et qui commande toute l'architectonique de la défense, et notamment parce que les principales régions militaires lui rendent à lui et à lui tout seul directement compte, et parfois même sans passer par le ministre délégué à la Défense. Alors, on parle de 50 à 65 000 hommes dans toutes les armées du Cameroun, armée de terre, armée de l'air, armée marine. Hein, il est important de voir que le gros de ces hommes est regroupé actuellement sur 3 grandes régions militaires. La première région, celle qui est basée à Yaoundé, la deuxième région, celle qui est basée à Douala, et la région militaire qui a le gros en 3e des troupes de l'armée camerounaise aujourd'hui, c'est la 5e région militaire, celle qui a récemment été créée et qui est donc basée à Bamenda. Si vous regardez en nombre de bataillons, vous verrez que ces 3 régions militaires, la première, la deuxième et la 5e, sont les régions les plus surchargées en effectifs. Et selon les analyses qui nous parviennent, eh bien, toutes ces troupes camerounaises, on nous parle de 65 000 hommes au total, mais toutes ces troupes camerounaises, en réalité, comportent globalement au maximum 20 000 hommes, au maximum 20 000 hommes en aptitude de combattre au quotidien. Le reste de la troupe étant constitué, eh bien, de soldats
qui se tournent les pouces et qui, bien souvent, en réalité, s'occupent d'activités plus ou moins utiles au fonctionnement de la sécurité et de la défense du pays, la plupart du temps, chaque mois de leur vie, et perçoivent leur solde en ronronnant dans l'insignifiance quotidienne des non-missions qui leur sont attribuées. Donc, je conclus la conférence de ce jour. Qui commande? Tout le monde a compris que celui qui commande, c'est le président de la République française. Celui qui commande, c'est le président de la République du Cameroun. Et le président de la République du Cameroun commande à travers un certain nombre de ministères régaliens qui lui rendent compte. Les autres rendent compte au Premier ministre qui rend compte au président. Rend compte au président. Le président de la République commande à travers, la structure des ministères, je l'ai dit, de la Défense, de l'Intérieur ou encore administration territoriale, de la Sûreté nationale, des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Il commande aussi à travers la structure du ministère de l'Économie et des Finances. Terminé. Toutes les autres, il les laisse gérer par le Premier ministre au quotidien, l'essentiel étant pour lui de contrôler les manettes les plus importantes du pouvoir. J'ai dit que tout ceci reposait sur 5 régions militaires, et ces 5 régions militaires, qui sont couplées à 5 régions de gendarmerie, en fait, mobilisent à peine 20 à 25 000 hommes opérationnels. Eh bien, voici ceux qui sont chargés d'empêcher le peuple camerounais, depuis maintenant bientôt 60 ans, de choisir lui-même ses dirigeants. Voici ceux qui sont empêchés de veiller à ce qu'à la tête du Cameroun continue de gouverner ou d'administrer des personnes que les Camerounais n'ont pas élues. Voici ceux qui sont chargés de veiller à ce qu'après les différents tripatouillages électoraux, une répression sauvage s'abatte systématiquement sur les populations civiles, sur l'opposition politique, afin de reconduire et d'imposer la continuité de l'ordre issu, de l'organisation néocoloniale du pays comme étant zone d'extraction de matières premières, zone de plantation et zone d'influence. La grande question qui se pose au peuple camerounais, le grand défi que le peuple camerounais doit relever, c'est celui de dessaisir le Cameroun de ce groupuscule dirigeant 20 à 25 000 personnes armées à tout prendre, ce groupuscule qui braque le pays. C'est la seule question qui vaille. Et nulle part au monde, un pays de 25 millions d'habitants, mobilisé et conscient du fait que ce n'est pas le Conseil économique et social, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le Premier ministre et le gouvernement, ce n'est pas le Parlement, qui sont leurs institutions réelles, mais en réalité une structure de commandement exclusivement sous le contrôle d'un président de la République, lui-même exclusivement sous le contrôle d'une ancienne puissance coloniale, aucun peuple qui a pris conscience de cette vérité au monde ne va rester en esclavage, ne va rester en servitude. J'ai tenu à donner cet exposé pour que les Camerounaises et les Camerounais qui veulent comprendre pourquoi le peuple camerounais est plus puissant, avec 25 millions maintenant dans sa population, que ce groupe de 25 000 individus en armes, j'ai voulu leur expliquer précisément s'ils veulent savoir pourquoi est-ce que dans ce pays l'espérance de vie est bloquée à peine un peu plus de 50 ans, pourquoi 70% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté, pourquoi une diaspora de 3 à 4 millions de citoyens est exclue de la vie politique nationale par les manigances du régime néocolonial, pourquoi les élections sont truquées tous les 5 ans ou tous les 7 ans dans ce pays, pourquoi l'Assemblée nationale, les mairies, etc. ne reflètent pas la réalité de la population, c'est bien parce que le Cameroun est sous la coupe d'un pouvoir parallèle, d'un pouvoir obscur, d'un pouvoir inavoué, mais un pouvoir faible, un pouvoir fragile, un pouvoir qui se repose à tout prendre sur 25 000 individus en armes. 25 000 individus en armes qui ne peuvent rien devant 25 millions de Camerounais conscientisés. L'œuvre continue donc, car la grande question du peuple camerounais, c'est celle de la récupération à très court terme de sa souveraineté, afin de se donner des institutions qui reflètent vraiment sa diversité, qui reflètent vraiment sa volonté, ses intérêts et ses aspirations les plus légitimes. Je vous remercie. C'est donc le premier exposé que je voulais destiner aux citoyennes et citoyens du Cameroun sur la question « Mais qui commande au Cameroun ?» J'espère que si on vous pose cette question, vous ne répondrez plus naïvement comme le bon élève de CM2 ou le brillant élève de terminale. Vous ne direz plus
c'est la présidence de la République, le Parlement, le Premier ministre et le gouvernement, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social. C'est cette réponse qui est proposée sur le site de la présidence de la République du Cameroun. Eh bien, moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, je vous informe que cette réponse est fausse. Qui commande au Cameroun? C'est la République française, à travers ses chefs d'État et son Quai d'Orsay. C'est la présidence de la République qui commande au Cameroun, à travers 4 ou 5 ministères régaliens, à travers 25 000 hommes en armes, dispatchés sur 5 régions militaires, concentrés dans un certain nombre de troupes spéciales, bien sûr, que sont le bataillon d'intervention rapide, la garde présidentielle, la sécurité militaire et le bataillon de troupes aéroportées. Voilà ceux qui commandent. Et comment commandent-ils? Bien sûr, par l'intimidation psychologique, par la brutalité. Ils commandent par le fait que les Camerounais croient qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont réellement. Les Camerounais croient qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont réellement. Et donc, ils commandent en s'inspirant de l'ignorance du rapport de force réel qu'il y a entre le peuple camerounais et eux. Cette conférence a pour but de démontrer par A plus B que dans le rapport de force réel entre la population du Cameroun, 25 millions d'habitants, et les 25 000 à peine d'hommes entraînés et en armes qui ne sont pas prêts à mourir pour un dictateur grabataire et complètement inapte à la gouvernance, défaillant en tout point, eh bien, il n'y a pas photo. Le peuple camerounais a tous les moyens et il a toutes les chances, dans ses futures mobilisations, mais de reprendre la main sur son histoire. Car, entre-temps, il y a quelque chose qui a agi, c'est la loi de la démographie, et les contradictions historiques ont atteint leurs limites. Je vous remercie.